This meeting is being recorded. C'est quand même. Ah ouais, je veux bien un micro. Alors, comme on se. Oh, pardon, excuse-moi. Ouais, comme on se l'était dit, je vais faire juste une rapide introduction de certains des enjeux du film, en tout cas de l'extérieur en tant que spectateur. Et ensuite, on pourra amorcer la discussion avec le public. Et alors, comment dire alors, déjà, je vais commencer par poser la question à ceux qui sont là avec nous, si vous êtes déjà allés à Briançon, si certaines d'entre vous ont déjà été à Briançon. D'accord, il y a 2 personnes. Ok, et je peux vous demander dans quel contexte vous y avez été? Pour des vacances. Pour des vacances. En été, c'était pas l'hiver. En été, c'était pas en hiver, d'accord. Et toi? Moi, c'était à la frontière franco-italienne. D'accord. Pour une manifestation Ok. contre la répression. D'accord, donc c'était plus dans un but politique, donc ça tombe. C'est alors que toi, c'était en vacances. Du coup, ça démontre un petit peu ce dont on voulait parler au début. Alors, juste très rapidement, je pense que pour parler de ton film, tu me diras si tu es d'accord, Laetitia, je pense qu'il y a 2 endroits. Héloïse, pardon, excuse-moi, je suis fatigué. C'est parce qu'il est 10 heures, je ne peux pas manger. Pour un chocolat, moi aussi. Il y a. Super. Non, mais Laetitia était là, je sais, la dernière fois. Donc ça me... Parce qu'en fait, je l'ai vu dans le générique, exactement. Je l'ai vu dans le générique, donc du coup, ça m'est resté en tête. Ils sont là, merci. Et donc, ouais, il y a 2 endroits. Alors, le premier, bien évidemment, c'est Briançon. C'est le lieu du refuge. Et le deuxième, c'est la salle de cinéma où on est ici, qui est quand même dans l'ENS, à Paris, qui est un peu l'émanation, si on veut, du centre. Voilà, c'est l'opposition très nette entre le centre, d'une part, et la frontière, d'autre part. Et bien évidemment, quand on est... c'est un peu le propre du cinéma que de nous exposer à des lieux et à des expériences auxquelles on n'a pas accès, bien évidemment, et en nous exposant à ces expériences, de nous interroger sur notre position, puisque forcément sur notre situation et aussi sur notre position, sur où on se trouve. D'ailleurs, je fais cette référence parce qu'il y a un collectif qui s'appelle Zalab, qui avait filmé un certain nombre de femmes militantes aidant les exilés, qui avait intitulé son film « Dove bisogna stare », c'est un film italien, qui veut dire « là où il faut se trouver ». Je pense que ton film pose aussi la question de ce qu'on voit à la frontière et du fait que quand on est dans le centre, on a tendance à oublier son existence. On a tendance à oublier que la frontière existe et on a tendance à penser que notre point de vue, en fait, est le point de vue dominant, alors que c'est un point de vue, en réalité, qui perd une bonne partie des informations, des choses essentielles. Et du coup, si la frontière est invisible, donc si tu peux, par exemple, y aller en vacances à Briançon, c'est très intéressant parce que je voulais citer 2 articles de chercheurs, 2 contributions sur la frontière qui permettent un peu d'éclairer ça. Alors, je vais faire un partage d'écran. On va voir si on arrive à... Voilà. Alors, ça va être très rapide. Hein. Ça, c'était le film dont je vous parlais, Dove bisogna stare, du collectif Zalab, qui est sorti il y a 2 ans. Et il y en a un autre, voilà, qui est un article de Étienne Balibar, qu'on cite souvent pour parler des frontières, et dans lequel, je ne sais pas si on voit, non, on ne voit rien. Alors, est-ce que... alors, tu sais Moi, quoi? je vois. Toi, tu vois, et pas nous. Ah, c'est parce qu'on partage avec toi. Bon, du coup, je vais vous montrer... C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, toi, tu vois, ouais, on s'en fiche, de toute façon, on voit sur l'écran. Le premier article, c'est un texte de Balibar, d'Étienne Balibar, qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une frontière ?» Et dans ce texte, il dit 3 choses sur les frontières. La première, c'est que les frontières sont surdéterminées, c'est-à-dire qu'elles ont toujours beaucoup plus de sens que celui d'une simple frontière administrative. Ce n'est pas juste un lieu avec un seul sens. Le deuxième aspect, c'est la polysémie, c'est-à-dire que non seulement elles ont plusieurs sens, mais elles ont des sens différents selon les personnes qui les traversent. Et donc, elles sont polysémiques parce qu'on ne les vit pas de la même manière. Et c'est sur ça qu'on va rebondir un petit peu. Et le troisième aspect, c'est qu'elles sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, la frontière n'est pas uniquement à la frontière. Il y a des frontières partout. Donc, il y en a y compris dans les lieux du centre, etc. C'est tous les lieux qu'on connaît. Et je termine juste cette présentation en vous citant un article d'une chercheuse que tu connais peut-être, Héloïse, qui s'appelle Sarah Bachelry, et qui a travaillé, qui a fait une enquête sur Briançon, et plus particulièrement sur la mise en place de la frontière.
Donc, j'ai pris un extrait d'un de ces articles qui s'intitule « La traque policière des étrangers à la frontière franco-italienne, dans les Hautes-Alpes, comme maintien de l'ordre social et racial ». Donc, c'est un article en libre accès qui est sur Journals, et dans lequel elle dit, au tout début de l'article, « Au cours de mon enquête, j'ai rencontré différentes touristes qui fréquentaient le village de Montgenèvre. Ces personnes ne savaient même pas que la frontière était contrôlée, car celle-ci leur était invisible. Leur véhicule n'était jamais arrêté au niveau du poste frontière et elles ne subissaient jamais de contrôle d'identité lorsqu'elles circulaient dans la zone. J'ai interrogé cette situation. Comment cela se fait-il que des individus ignorent jusqu'à l'existence de la frontière quand d'autres y sont systématiquement exposés ? Le renforcement du contrôle de la frontière a commencé par sa phase spectaculaire du printemps à l'hiver 2017, le blocage du col de l'Échelle et de la vallée de la Clarée par des barrages militaires qui assuraient le contrôle systématique des véhicules. Les patrouilles militaires et policières dans tous les villages de la vallée et la surveillance par hélicoptère ont opéré une rupture dans le paysage quotidien, le transformant, selon plusieurs habitants, en décor de guerre. Mais dès le début de la saison touristique d'hiver, les contrôles se sont restreints sur le plan spatial et temporel. Ils ont été retirés de la vallée de la Clarée, rapprochés de la frontière ligne du poste et renforcés la nuit. Donc là, pour le coup, on voit très bien que selon qu'on y aille en vacances ou selon qu'on y aille pour militer, la frontière, ce n'est pas du tout la même chose. Elle est plus ou moins visible. Et du coup, j'en viens un petit peu à ma première question, et j'arrête le partage d'écran. J'en viens à ma première question pour Héloïse. Si, c'est bon, j'ai... Ah, pardon. C'est étrange. Écran. Oui, excuse-nous. Attends, Ouais. C'est bon, non, tu vois pas. Tu sais quoi, je vais éteindre le truc. Alors, voilà. Moi, j'ai voulu bien faire, mais c'était une mauvaise idée. Alors, ok. Ne pas enregistrer. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, la première question que je voulais te poser, Louise, ensuite je passerai la parole aux autres personnes, c'est quel est ton rapport avec ce lieu que tu as filmé et quel est le parcours qui t'a amené en fait à entreprendre ce projet de documentaire? Ok. Alors, le rapport que j'ai avec ce lieu, du coup, maintenant, il est très, très proche. Ça a été un peu le lieu qui m'a permis de m'engager, me poser des questions et du coup de découvrir justement ce qui se passait et ce qui se passait à la frontière et après ce qui se passait vraiment après dans le parcours de l'exil. Et je suis originaire de Briançon. Je suis née à Briançon et du coup j'ai été briançonnaise et j'ai vécu Briançon comme tout le monde le vit. On grandit insouciant dans la montagne, on fait du ski, c'est super, on est montagnard, on aime le sport. Et en fait, quand j'ai fini mes études de cinéma et de documentaire, j'y suis retournée et c'était juste un moment de passage entre je crois que c'était 2016 et 2017. Il y a eu 2 événements qui se sont passés. Il y a eu un CAO qui s'est mis en place à Briançon, avec le démantèlement de la jungle de Calais et plein de villes dans la France devenues des CAO et des gens étaient emmenés à Briançon. Et en même temps, il y a eu les premiers passages par la frontière. Avant 2017, il n'y avait pas du tout de passage à cette frontière-là. C'était essentiellement 26 000, donc côté de Nice. Et du coup, je suis retournée en 2018, un peu dans cette période-là sur Briançon, après mes études, et j'ai découvert un peu le changement que ça avait fait, la bascule que ça avait fait dans la ville. Et ça m'a vraiment marquée parce que toutes les personnes que je connaissais très proches, il y en a beaucoup qui étaient engagées là-dedans. Et ça a été un peu le choc. Et je me suis dit, faut que je découvre ce qui se passe. Donc là, il y avait beaucoup d'acteurs différents qui s'étaient mis en place, que ce soit tous migrants, qui est plutôt une asso sur le plaidoyer, et sur tout ce qui est aspect juridique, accompagnement des personnes. Et il y a le refuge solidaire qui s'est créé aussi pour accompagner des personnes pendant quelques jours juste après le passage de la frontière. Et en fait, j'ai ouvert la porte du refuge et ça a été un peu le bousculement de plein de situations, plein de questionnements. C'est un peu ce que j'ai voulu refléter dans le film. Oui, la deuxième question, et ensuite je laisse la parole au public. Enfin, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui. Alors, on nous pose une question, est-ce que tu peux définir CAO?
C'est vrai. J'ai pas compris. C'est un centre d'accueil et d'orientation. Ok. Et en fait, les centres d'accueil, c'était pas des structures. En fait, c'est plutôt un statut, je pense. Je suis pas certaine. Hein. Mais donc, c'est pas des structures, des centres vraiment. Mais en fait, ça a été plusieurs communes qui sont proposées de devenir centre d'accueil et d'orientation et d'accompagner. Nous, on a eu, par exemple, essentiellement, enfin, je dis nous, on a eu, c'est un peu mal dit, mais il y a eu une vingtaine de Soudanais, ils étaient essentiellement Soudanais, qui sont partis de Calais. Et le CAO, ça avait pour but de les accompagner dans la démarche administrative. Après, on s'est rendu compte qu'il y a eu plein de complications. C'était plutôt une arrivée proche aussi de la frontière franco-italienne. C'était plus pratique d'avoir des renvois directs en Italie. Et donc, il y a eu plein de problématiques et d'actions à cette période-là, notamment une marche solidaire et des grèves de la faim pour aller jusqu'à la préfecture de Gap à cette époque. Mais oui, donc j'en profite pour te demander si tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cette route migratoire. Donc en fait, elle a émergé à partir de 2017. J'ai lu en m'informant un petit peu sur ton film qu'il y avait en 2019, on dénombrait 8200 passages. Donc c'est une route extrêmement fréquentée, celle qui passe par Briançon. Il y a beaucoup de mouvements. Je pense que, ouais. Maintenant, aujourd'hui, on est à 15 ou un peu plus de 15 000 personnes, je pense. Et du coup, avec des profils très différents, à l'époque du film, c'était essentiellement des personnes qui arrivaient d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes plutôt qui sont des Afghans, des Iraniens, qui arrivent vraiment de la route des Balkans. Et il s'avère que finalement, pour rentrer en France, il n'y a pas beaucoup de routes praticables. Avant, il y avait 26 000 et ça a été très vite militarisé. Et les montagnes là-bas, elles sont vraiment... Enfin, c'est pas nos Alpes à nous, elles sont vraiment vastes. On peut trouver des chemins différents. À 26 000, c'est vraiment escarpé et il y a une militarisation beaucoup plus rapide. Et donc ici, il y a du passage. Après, je ne sais pas comment on compte aussi. Est-ce que c'est des passages, c'est des allers-retours? Il y a beaucoup. Enfin, on se rend compte qu'il y a des exilés de passage aussi par les difficultés administratives qui vont se retrouver aussi à passer plusieurs fois, à errer un peu dans certains pays européens et passer plusieurs fois par Briançon. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est la route principale fréquentée aujourd'hui pour arriver, que ce soit des Balkans ou des pays africains. S'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas. Du coup, merci d'abord, c'était hyper intéressant. Et je me demandais, c'était par rapport notamment à la dernière phrase du film, avant la dernière chanson, mais c'était ça, tu peux pas filmer, enfin, c'est pas exactement ça la phrase, mais voilà. Puis à un autre moment où c'était mentionné le fait que la caméra, ça pouvait faire peur. Et voilà, je me demandais comment ça s'était passé pour introduire la caméra et comment tu l'avais vécu, comment les personnes qui étaient dans le refuge l'avaient vécu et voilà. Ouais. C'est une bonne question. C'est ma meilleure question. Ouais. Non, mais effectivement, c'est une question passionnante. Ouais, c'est une bonne question. Comment je l'ai vécu? Souvent mal. Enfin, c'est vraiment un tiraillement. Je pense que c'est un des premiers sujets que j'ai abordé vraiment dans un film. Et je pense que c'est pas le plus facile. Et dans ce lieu-là, surtout, parce que c'est des personnes de passage. Et ce mot-là de la fin là, qui apparaissait, non, tu dois pas filmer tout ça, j'ai voulu le laisser parce qu'en fait, c'est vraiment le quotidien. J'ai pu y rester 2 ans là-bas et j'ai pas filmé sur 2 ans, mais j'ai filmé, je pense, sur 5-6 mois vraiment l'essentiel de ces images-là. Et en fait, c'est du tâtonnement constant. Et globalement, j'ai passé toutes mes journées en étant bénévole, en passant beaucoup de temps. Et la caméra, je pouvais la sortir des fois jamais dans la journée, ou des fois 5 minutes, et des fois 10 minutes. Et à chaque fois, c'était en plus, surtout que pour moi, ça ne m'intéressait pas d'avoir juste des images d'illustration et j'avais envie de pouvoir avoir des scènes qui se passent devant la caméra et qui naissent parfois aussi juste de la caméra. Donc, je posais la caméra sur la table. Il y en a des fois qui venaient, qui l'utilisaient. Et souvent, on se retrouve à avoir des gens qui juste partent de la pièce parce qu'ils se sentent agressés ou quoi. Mais ça s'est vraiment fait petit à petit avec certaines personnes. Il y a un lien qui se crée aussi. Et, au bout d'un moment, quelques mois, en fait, c'était plus moi qui faisais partie des murs
que quelqu'un qui venait aussi voler des images, vu que j'étais vraiment bénévole et que je connaissais tout le monde. Et donc, il y a une acceptation qui se fait et qui se transmet même à des personnes qui sont là que de passage, en fait. Et il y a une confiance qui s'installe par le fait que j'y sois restée longtemps, je pense. Et puis sinon, certains juste on respecte, on tâtonne, on essaie de sortir, on sent que ça marche pas, on la rentre. Et des fois, il y a un moment qui se passe et ça se passe bien. Mais la personne dans le bureau là, qui avait peur de la caméra, ouais, c'est le gros enjeu. Ouais, c'est pas facile de filmer. Je sais pas si je le referai, quoi. C'est vraiment pas facile. Alors, on a une autre question. Je tourne la caméra. Tu verras la super qualité du matériel quand même. Alors, hop. C'est intéressant de visionner pour une personne qui n'est pas concernée. Je suis désolée. Ah bah, si. Essaye de... Oui, alors, il y a des personnes qui ne sont pas concernées, comme moi, par exemple. Ils ne vont jamais dans ces endroits-là. Vous m'entendez là? J'essaie. J'ai compris qu'il y avait des personnes qui ne sont pas Je concernées. reformule, c'est pas grave. Ouais, ça marche. Et les problèmes de la migration, c'est un problème très important au niveau des pays européens. Les chefs d'État essayent de ne pas comprendre ce qui se passe, mais les migrants, ils font tout pour essayer quand même de vivre, de survivre. Mais le problème est la question que je voulais poser, parce qu'il y a des migrants déjà, c'est l'association Emmaüs. Est-ce qu'elle a une importance par rapport à ce que vous avez, au ce que je visionner? Et depuis quand est-elle présente sur le site de Briançon? Merci. L'association Emmaüs, bah oui. L'association Emmaüs, elle a une très grande importance. Je pense que ça a été un des premiers partenaires, en fait. À la base, l'aide s'est faite par des communautés Emmaüs et des compagnons qui sont venus aider. C'est bien ça la question. J'ai bien compris. Ouais. Qui sont venus aider au quotidien. Pardon. Si. C'est ça, oui. À la base, il y a beaucoup de compagnons Emmaüs qui sont venus aider physiquement et qui passaient des fois des semaines entières, des mois entiers. Et à un moment donné, il y a eu une grande rénovation de tout le bâtiment. Ça ne se voit pas d'ailleurs à l'intérieur. Ça se dégrade rapidement. Mais il y a eu beaucoup d'aides financières et en main d'œuvre des compagnons, en matériel, et qui sont venus vraiment rénover tous les lieux. Et en fait, petit à petit, dans toute l'histoire du refuge solidaire de Briançon, Emmaüs est toujours là, présent. Et maintenant, il y a même la Fondation l'Abbé Pierre aussi qui aide et qui a aidé dans le financement du nouveau lieu. Donc, ils ont été là dès les débuts. L'association, elle s'est créée en 2017, juillet 2017. Et je pense que dans les mois après, il y avait des compagnons Emmaüs au sein du lieu, quoi. Moi, j'avais une question du coup, toujours sur ce lieu. Parce que j'ai pas bien compris. Est-ce que le lieu avait été prêté par la mairie? Parce qu'à un moment, ils disent on l'a donné, mais il était complètement dégradé, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et ensuite, un peu plus sur le fonctionnement du lieu. Enfin, combien il y a de bénévoles, combien de temps en général restent les personnes exilées qui passent, et puis j'ai l'impression que ça repose sur une sorte de gestion collective, mais c'est pas ça. Enfin, moi, je n'ai pas encore très bien saisi le fonctionnement et j'aimerais en savoir plus. Oui, c'est vrai que le film n'est pas trop explicatif dans ce sens. Au début, le lieu, en fait, on avait une mairie avant les dernières élections qui était plutôt une mairie de gauche et qui était plutôt engagée, on va dire.
dans la cause migratoire. Et ce lieu, il a été prêté par la communauté de communes. Donc, il y avait les locaux à disposition et il était financé, le fuel, le chauffage, tout ça était financé par la mairie. Le fonctionnement qui s'est mis en place, au début, il y a une association qui s'est créée et il y avait très peu de personnes, mais après, les bénévoles sont venus. C'est une association collégiale, en fait. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de hiérarchie. C'est censé être collégial. Bon, après, il y a les problématiques du quotidien. On sait que dans toute association ou de structure, il y a quand même des soucis d'ego qui apparaissent. Mais en tout cas, c'était un fonctionnement qui marche bien. Il y a un CA avec une vingtaine de personnes qui prennent des décisions à chaque fois à la majorité. Et je sais plus. Ça, c'était le refuge que vous voyez dans le film. Maintenant, c'est encore différent parce que maintenant, il y a des salariés et tout ça, mais ça reste un fonctionnement avec une assemblée, un CA, un conseil d'administration collégial. Après, niveau bénévole, en fait, finalement, il y avait les bénévoles, c'est ceux qui voulaient bien venir. Il y avait une seule salariée qui a été embauchée au bout de 2 ans. Et l'organisation, ça fonctionnait par pôle. Il y avait un pôle repas, un pôle de lingerie, un pôle accueil dans le bureau et un pôle de logistique. Et finalement, chaque pôle s'organisait avec des bénévoles qui voulaient participer. Il y avait des doodles, des trucs, des machins pour vraiment faire tourner la maison ensemble. Et les exilés de passage, généralement, ils restent entre un jour et dans l'idée, c'est 1 jour et 3 jours. Et évidemment, des fois, il y a des personnes qui restent plus longtemps parce qu'il y a des soucis de souffrance psychologique, de ne pas savoir où on va. Et puis, il y a des gens qui stagnent dans ce lieu et c'est d'ailleurs super dur à gérer. Mais voilà, des fois, quand il y en a qui restent plus, c'est vraiment par souci de ne pas pouvoir continuer la route, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes ces questions. Oui, non, c'est bon. Mais juste pour développer un point, quand tu disais c'est difficile à gérer, c'est que c'est le fait d'avoir des personnes qui ne savent pas où aller et le fait d'être censé être un lieu de passage, du coup, où on doit accueillir de nouvelles personnes. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? En fait, c'est un peu, pour moi, selon moi, cette problématique des gens qui restent longtemps, c'est un peu la bête noire du lieu dans le sens où, en fait, les personnes qui s'engagent en tant que bénévoles et le lieu, il est pas fait pour donner des soins à des personnes sur le long terme, en fait. Les personnes qui restent, c'est souvent des personnes qui ont vraiment des problématiques en face desquelles on se sent démunis. On ne peut pas proposer un accompagnement de type logement, de type administratif réellement depuis Briançon, parce que la demande d'asile se fait à Marseille, c'est à 3h30 de route. Et en fait, ça devient des gens qui restent, mais qui ne sont pas du tout accompagnés parce que les bénévoles ne s'engagent pas dans cet accompagnement, en fait. Donc, ça pose souci quand il y en a un qui reste, finalement. En fait, c'est par période, je ne saurais pas l'expliquer, mais par période, s'il y en a un qui reste, il y en a 2, il y en a 3, ça nous arrive des fois qu'il y en a eu 15 qui restent dans une période. Et après, ça devient vraiment un souci d'habitation où les nouveaux ne peuvent pas avoir de la place. Et aussi, les 15 qui restent, en fait, ça crée les bénévoles, on n'est jamais là au quotidien, on ne dort pas à l'intérieur. Et donc, ça crée des communautés qui restent dans le lieu et qui font changer la fonction du lieu malgré nous, quoi. Donc, c'est une grande problématique et c'est toujours l'ambivalence de quelle aide on propose dans un temps si court, est-ce qu'on est utile ou pas, et surtout comment on se positionne sur une personne qui a besoin d'aide. En fait, non, il faut quand même que tu partes et limite va la chercher ailleurs, cette aide-là. Donc, non, c'est super ambivalent, mais en tout cas, c'est pas le refuge qui peut se permettre d'accueillir à plus long terme, quoi. Donc, ça pose souci. Alors, super. S'il y a d'autres questions, décidément. Alors, je repasse le micro. Alors, merci de votre soirée. Alors, j'avais une question plutôt sur l'engagement des militants, parce qu'on parle depuis 2016, enfin, la résistance de l'engagement des locaux, notamment parce que est-ce que le profil des bénévoles a changé également?
Et bon, on a bien compris que le profil des arrivants avait changé depuis le contexte municipal et avec les changements liés au municipal et au contexte municipal. Donc, plus à de l'engagement. Est-ce que le profil des bénévoles a changé depuis 3 ans là? Oui, carrément. Peut-être presque l'intégralité des personnes qui ont fondé l'association en 2017 ne sont plus au CA, je crois, là aujourd'hui. En fait, il y a eu vraiment un épuisement général. C'est dans un lieu comme ça, là, il y a eu des moments très, très difficiles et tenir un engagement tel sur la longueur, je ne sais pas si c'est possible dans ce genre de contexte un peu politique qui est vraiment rude, je trouve. On se prend dans la figure beaucoup de choses, que ce soit de l'ordre des difficultés humaines et des difficultés administratives où finalement, si on essaye de s'engager dans l'aide de 1 ou 2 personnes, on se rend compte qu'en fait, c'est un engagement de 2-3 ans et qu'en fait, on se prend on se prend des baignes tout le temps, mais enfin, on se prend des portes où c'est pas facile. Et dans le cadre du refuge, du coup, c'est aussi un engagement qui est difficile à tenir. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu le nouveau maire, une obligation de changer de lieu. Et en fait, je trouve que c'est un engagement assez haletant. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aide, beaucoup de financement, et maintenant, il y a des salariés. Et je pense que c'est un peu la clé pour un lieu de ce type, qui est un lieu sur l'accueil à court terme comme celui-là. Et il y a, je pense, 5, 6 ou 7 salariés. Et les bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles qui viennent. Ce qui nourrit maintenant, c'est les bénévoles qui viennent de l'extérieur et qui sont là sur 3 mois, 4 mois, et qui sont sur des périodes vraiment longues. Et après, les anciens bénévoles, il y en a pas mal qui continuent de venir, mais beaucoup plus occasionnellement. C'est plus du tout la dynamique qu'on voyait à l'époque du film. Tu sais pourquoi est-ce qu'il y a un renouveau des financements et pourquoi c'est beaucoup plus subventionné là, dernièrement? Parce qu'il s'est passé plein de choses. Ça a été beaucoup financé. Bon, déjà, dès les débuts, il y a eu des soutiens de grandes fondations comme la Fondation Abbé Pierre, la Fondation de France, qui ont permis au moins d'avoir des salariés. Au moment du changement au moment des élections, on a eu un maire de droite qui a fait une injonction de quitter les lieux, en fait. À cette injonction de quitter les lieux, ça a été très médiatisé et là, il y a eu un regain d'engagement des fondations et notamment aussi, il y a un fonds, je ne sais pas si vous connaissez, Riace, c'est Olivier Legrain qui a énormément d'argent, qui s'est engagé en fait avec son fonds Riace à déposer de l'argent sur plusieurs lieux en lien avec la migration, à Bayonne, à Calais, à Briançon, et je crois qu'il y a quelques autres lieux. Et lui, il a engagé, je ne sais plus, 1 ou 2 millions comme ça à dispatcher sur 2 ans dans ces actions-là. Et là, il s'est vraiment engagé avec d'autres fondations au moment où il y a eu cette injonction de quitter les lieux pour acheter carrément un nouveau bâtiment et être autonome. Et donc là, ça a été le premier pas vers avoir plus d'argent et plus d'autonomie. Il y a eu une SCI aussi, une société, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. SCI. Bon, en tout cas, avec les financements et les aides et avec des actions des citoyens, il y a eu l'achat de ce bâtiment. Une fois qu'on avait le bâtiment, il y a eu il y a eu d'autres problématiques. On a été obligé de quitter les lieux une nouvelle fois. Il y avait beaucoup d'arrivées. On est arrivé à une nuit où on avait 200 ou 250 personnes avec des gens qui arrivaient. On a occupé la gare. Il y a eu une fermeture des terrasses solidaires. Ça s'appelle les terrasses solidaires maintenant, en disant qu'on ne pouvait plus accueillir. Et on a fini à côté de l'église avec une tente MSF, justement la tente qui normalement est gonfle pour les catastrophes naturelles. Là. Et en plein hiver, on est arrivé là.
il y a eu un élan, enfin, ça a été remédiatisé et surtout les soutiens, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas continuer l'accueil sans salariés. Et donc là, je pense que ça a vraiment redonné un élan, que ce soit du côté des fondations ou des soutiens privés, quoi, ça et là. Et donc, après, maintenant, c'est toujours sur un équilibre un peu bancal de trouver les financements pour continuer. Top. Alors, SCI, c'est bien Société Civile Immobilière. Nous avons Ouais, la voilà. parmi les membres du public. Voilà, vous gagnez un chocolat, un Lindor. Une question de plus. C'est parti. Moi, je me demande si vous avez eu avoir un peu des retours des personnes que tu as filmées, comme c'est de la thèse plutôt à court terme, j'imagine que c'était pas facile de le montrer aux personnes voilà, avec qui tu avais noué des liens, mais peut-être que tu avais gardé un contact et que tu as pu le montrer à certaines personnes, et avoir leur retour sur la manière dont tu les avais filmées, etc. Alors, j'ai loupé le début, mais je crois que c'est bon. Est-ce que j'ai pu montrer le film à des personnes qui étaient dans le film, c'est ça? Ouais. Un peu, mais pas beaucoup. La plupart des gens, en fait, ils sont soit je sais pas où ils sont, soit ils sont partis, quoi. Et j'ai la chance le film, on l'a montré en avant-première à Briançon. Et il y a quelques personnes qui étaient là pour l'occasion. En fait, Briançon et cette époque-là, justement, au refuge, il y a beaucoup de liens qui se sont créés. Et on retrouve pas mal de personnes qui sont parties, mais qui reviennent de temps en temps à Briançon. Et là, c'était l'occasion. La première, il y avait vraiment 2 rangées devant, que de personnes exilées et que de gens qui étaient dans le film. C'était rigolo. Et ben, de ce que j'entends, ils l'ont bien reçu. Et c'était un beau moment de partager ça encore avec eux. Et puis tous ces moments-là de vie, ils les ont vécus. Et je pense que ça les a vraiment beaucoup, beaucoup marqués. Donc j'ai pu pour quelques personnes le montrer. Mais c'est vrai que finalement, c'est là où c'est pas facile aussi de filmer dans ces contextes-là, parce qu'on a l'impression aussi de voler quelque chose, en fait. De voler quelque chose qui ne sera pas rendu ou ils n'auront pas la main dessus, en fait. Donc, c'est vraiment, il faut qu'ils nous fassent confiance. En fait, finalement, quand on prend des images, ils ne savent pas ce qui va ressortir. Et c'est pas facile, quoi. On vole une image, et puis ils s'en vont et ils continuent leur route. On sait comment elle peut être leur route. Et ouais, c'est vraiment, vraiment difficile à assumer. Ouais, je sais pas, ça dépend. Ouais, une autre question, d'accord, très bien, bah, parfait. J'en espérais pas tant, on va dire. Vous m'entendez? Ok. Hein? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. J'ai trouvé votre film vraiment très réussi. Et du coup, j'aurais une double question. La première, c'est, étant donné les circonstances dans lesquelles vous le faites, comment est-ce que l'idée elle est venue? Est-ce que c'est directement en rentrant chez vous à Briançon, vous saviez que vous vouliez faire un film? Ou est-ce que l'idée est apparue? Et dans ce cas-là, étant donné les circonstances et le côté éprouvant de votre travail là-bas, comment est-ce que l'idée est apparue? Et la deuxième question, ce serait, une fois l'idée apparue, quel public vous avez en tête? Et à quelle fin vous avez fait ce film? Vous pensiez à qui? Et comment est-ce qu'il devait, comment est-ce que vous voyez avant qu'il sorte et au moment où vous le faisiez, la vie qu'il devait mener? Et voilà, enfin, à quelle fin est-ce qu'il était destiné, quoi. Merci beaucoup. Ouais, c'est compliqué comme question. Alors, quand je suis venue à Briançon, non, j'avais pas d'idée de faire un film. Après, je venais de finir mes études de cinéma, j'avais envie de faire des films et je savais qu'il fallait que je fasse un film. Donc, parce que c'était pile à la fin de mes études. Je suis rentrée à Briançon, j'ai été marquée par ce qui se passait. Et je me dis, bon, bah, en fait, Bingo, en fait, c'est quelque chose de tellement. Enfin, pour moi, je trouvais ça tellement hallucinant. De là, la ville dans laquelle j'étais née, qu'il se passe ça, qu'on rencontre ces personnes-là, enfin, la richesse, le choc de la rencontre, c'est vraiment un choc, quoi. Et positif. Vraiment, vraiment pas connoté négativement. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, c'est sûr qu'il faut au moins que c'est bon, c'est l'occasion. J'ai envie
de faire un film, j'ai envie d'avoir une caméra et de traiter un sujet. Là, il y a l'humain, il y a la politique, il y a tout dedans. Et donc, je me suis lancée là-dedans, mais au début, ça a été vraiment déjà découvrir ce qui se passait à Briançon. Et je me suis dit que ça allait être une petite aventure pour essayer de voir les différents acteurs, essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé à Briançon. Et finalement, une fois que je suis rentrée dans le refuge, mois après mois, en fait, le sujet il s'est carrément resserré. Et il n'y a eu que ce truc de non, mais en fait, il faut faire. C'est peut-être là que ça arrive à la deuxième question. Le but, c'était il faut faire ressentir aux personnes ce qu'on peut ressentir quand on a cette rencontre-là, quoi. Après, évidemment, bon, c'est un peu utopique, mais je me suis dit, bon, en fait, ça va se passer que dans le refuge. Moi, tout ce qui s'est passé pour moi comme changement dans ma vie et comme prise de conscience, ça s'est passé dans ces murs-là. Et je me suis dit, en fait, il faut un huis clos. Il y a un peu tout qui peut être dit là-dedans. Et donc, le but premier, c'était essayer de simplement pouvoir donner accès à des personnes qui verraient le film à ce qui se passe dans ces lieux parce que en fait, on n'ose pas y rentrer et parce qu'on n'ose pas aller vers cette rencontre-là. Et moi, je n'osais pas, en fait, je l'ai fait par... c'est paradoxal, c'est parce que je me suis dit, il faut que je fasse un film aussi que j'ai osé franchir la porte. Après, ça s'est totalement inversé. Mais je pense que c'est pas naturel d'y aller et c'est un peu impressionnant. Mais donc, faire un film, ça a été faire un film parce que de toute façon, c'est ce que j'ai envie de faire, parce que ça me passionne et parce que je crois que c'est une bonne manière de partager des événements, enfin de la vie. Mais j'avais pas trop en tête en fait de comment il allait être diffusé, par exemple. Je l'ai pas fait pour les gens, je crois que c'est une grande démarche aussi c'est peut-être un peu égoïste, mais pour moi-même en fait, de démarche créative aussi et de démarche de rencontre, et il faut que ce soit marqué. Et après ça, c'est une grande chance si quelques personnes peuvent le voir, de partager ça. Mais je ne l'ai pas fait pour un but particulier il va être vu dans ce cadre-là ou je vais le faire voir dans ce cadre-là. Après, pardon, après, ce que j'avais envie, c'est que j'ai vu que des films, j'ai vu beaucoup de films sur la migration et sur ces questions de l'exil d'une forme de témoignage. On a les personnes en face de nous, on leur demande un témoignage sur leur histoire de vie, sur pourquoi ils sont là, qui sont plein de films qui sont basés sur vraiment des interviews, sur une explication de la route, une explication de pourquoi on part du pays, de tout ça. Et en fait, ce qui m'a tellement marqué dans ces rencontres, c'est que ça n'a pas d'importance, tout ça, finalement, dans ce moment-là au refuge, que j'avais envie de montrer autre chose aussi sur ces questions-là, quoi. Qu'on peut soulever des questions, mais autrement que juste dans le témoignage. Mais bon, après, ça, c'est plutôt ce que j'aime bien en forme, quoi, en forme documentaire. Je n'arrive pas trop à l'exprimer. Pardon, je repique la parole. Je vous propose juste, parce que justement tout ce que tu as dit me semble résonner avec un passage du film en particulier. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, juste vous montrer, revenir sur 1 minute du film, en passant un tout petit extrait, revenir sur un extrait du film, et peut-être justement en discuter avec toi de ce que ça avait pu être de filmer. Voilà, donc, alors, je fais l'écran partagé en espérant que cette fois, on n'aura pas une... OK. Voilà. Et est-ce que je suis... Non. 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 Ça se passe dans les cuisines. Voilà. Voilà. OK. Vous baptisez demain, je crois. Parce que demain, c'est la...
la philosophie, regarder aussi les écrins. Tu penses que c'est facile à dire, hein? Comment il a été créé le monde alors? C'est comme si tu crées un appareil, et moi je viens de là l'appareil, mais c'est pas ta connaissance, c'est créé par la philosophie. Ça, c'est quelqu'un qui a créé l'appareil que tu as. Oui, c'est quelqu'un qui a réfléchi. Il a réfléchi, il a créé ça. Donc c'est comme le monde là. C'est un créateur. C'est assis. Je vais créer le monde. Et puis il a créé le monde. Donc vous enseignez, vous dites, non, c'était par hasard. Je ne sais pas, si tu nous as créé, c'est après beaucoup de choses. Avant, tu vois, avant, il n'y avait pas d'homme. Elle n'est pas d'accord. Non. Par rapport à darwinisme. Oui, l'évolution, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Non, mais tu n'es pas d'accord. Dieu a créé le monde et Dieu a créé les hommes. Tu n'es pas d'accord. Tu dis, ouais, Moi, j'ai dit, peut-être. lui, il dit, si tu n'es pas d'accord, ça c'est dessus. Ah, Dieu, donc je suis d'accord. Et Dieu quoi? Il dit, la mathématique, si tu n'es pas d'accord pour ça, c'est une suite à Dieu. C'est pas exactement ce qu'on dit. C'est ce qu'elle me dit. Elle a dit, non, c'est à nous. Alors, ok. Voilà, donc oui, c'était juste un extrait de cette discussion qui est quand même incroyable. Parce que déjà, je pense que ça reflète un des aspects du film qui est qu'il y a des fossés entre expériences de vie qui sont tellement vastes qu'on les découvre qu'en discutant, en fait. Et parfois, on découvre qu'on est sur des positions, une conception du monde qui sont radicalement différentes. Et ce n'est pas pour ça qu'on doit s'arrêter de communiquer. Au contraire, on continue toujours à tisser un lien malgré ce grand écart qui existe. Et puis d'autre part, parce que j'avais l'impression que ton film, la question de la foi et de la différence entre ce qu'on sait et ce à quoi on veut croire, ou ce qu'on se refuse de croire, elle est partout présente en fait. Donc voilà, c'était peut-être pour revenir juste sur cette séquence avec toi. C'est bien ce que tu as dit. Alors la question de la foi, est-ce qu'elle est partout présente? C'est pas une intention de ma part de la mettre autant présente, mais en fait c'est un fait quoi. La foi est présente et oui, les personnes qu'on rencontre ont des cultures différentes, ont des religions différentes et en fait ça fait partie de la rencontre et des fois ça peut être très déstabilisant et en fait ça fait toujours se poser la question de comment on se positionne et des éléments par exemple nous, on est très scientifique, on peut être religieux, hein, je ne sais pas ça, mais en fait, on est qui aussi pour juger de l'autre dans ses manières de penser, ou du moins, on peut juste se permettre pour moi, la finalité de cette scène-là, on peut juste se permettre, on a nos positionnements, on a nos propres croyances et on peut juste se permettre de les échanger et de partager notre vision du monde à l'autre, en fait. En continuant de tisser ce lien. Et la scène, elle va encore plus loin, c'est que finalement, bon, après, je ne remets pas du tout en question, je suis très scientifique, moi, je ne remets pas du tout en question que la Terre tourne autour du Soleil, tout ça, mais même dans le positionnement de Thomas, qui explique avec sa science, avec ses oranges, en fait, finalement, il est là, il explique, et en fait, il les laisse tomber parce qu'il ne sait pas, en fait. Et donc, on a des pensées et des convictions dures comme fer. On veut les faire partager à l'autre. Et en fait, on se retrouve à dire, mais attends, j'ai ces convictions, mais ce n'est pas une croyance que j'ai parce que finalement, je n'ai pas questionné les fondements. Et en fait, je ne me suis pas créé ma connaissance. Je ne connais rien sur ça. On m'a juste dit que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et ça, c'est ce que j'appelle une croyance. Donc, en fait, c'est juste... Pour moi, cette scène, elle permettait de remettre tout en perspective. Et aussi, au-delà de ça, c'est que finalement, on va rencontrer des gens très, très différents. Mais un lien et une connexion est quand même possible aussi. Ce n'est pas forcément des éléments négatifs. Oui, effectivement. D'ailleurs, l'explication, à chaque fois, ça me faisait comme une révision des cours le petit schéma avec les oranges, ça fait une sorte de révision des cours sur la gravité. Enfin, sur la rotation de la Terre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Oui. Alors, je vais tourner la caméra et le micro.
pense qu'on va te garder jusqu'à pas d'heure, Héloïse. Non, mais je trouvais effectivement que c'était une des scènes les plus marquantes de la conversation sur l'unité démocrate. Je trouvais que c'était une scène particulièrement qui montrait bien le côté structurant des frontières un peu culturelles qu'il pouvait y avoir entre bénévoles et les idées. Mais alors moi, j'avais une question plutôt sur le choix qui est fait pour la place qui est faite à la musique, qui revient quand même, c'est soit le bruit de fond, c'est la radio, ce sont les guitares que les exilés prennent, ou ce sont aussi les chansons un peu d'engagement. Les paroles sont quand même très engagées, mais est-ce que les politiciens arrêtés, celui qui veut savoir pourquoi je souligne ne le sera pas, bienvenue au pays des papiers. Et donc je voulais revenir sur ce choix de mettre la musique, les chants qui viennent entrecouper ces scènes où il y a un peu des frontières, où on est témoin de ces frontières un peu distinctes, je peux dire. Ouais, les chants, très vite, en fait, ils ont. Bah, en fait, déjà, j'ai eu la chance qu'ils aient partagé ça avec moi. Et très vite, ces chants, ils sont dessinés comme la manière d'avoir les témoignages que je voulais pas avoir, en fait, que je voulais pas aller chercher en interview, en me disant bon bah voilà, raconte-moi ta vie, raconte-moi pourquoi tu es là, raconte-moi ton parcours. Et en fait, ces chants-là, c'est un peu des cadeaux qui se sont passés lors du tournage. Bon, faut savoir, enfin, les personnes qui passent au refuge, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la musique, il y a beaucoup de personnes qui créent des textes, il y a beaucoup de personnes qui partagent avec la musique. Et en fait, je trouvais que ces mots-là, ils étaient tellement forts pour dire ce qu'ils avaient envie de dire eux, en fait. Ils ne me l'auraient pas dit en face de la caméra, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la caméra, parce que ce n'est pas leur langue avec laquelle ils sont à l'aise, parce qu'ils n'aiment pas répondre à des questions. Et en fait, ça, c'est des textes qu'ils ont écrits eux. C'est des choses qu'ils ont réfléchi. C'est des choses, bon, des fois, c'est totalement de l'impro. Mais en fait, c'est vraiment, je trouve que c'est au plus juste de ce qu'ils ont envie de dire, quoi. Ils ne sont pas sur le fait accompli d'une question. Et en fait, donc ça s'est dessiné comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir avoir ces quelques chansons que j'ai trouvées très belles et qui ont pris la place du témoignage, en fait. Le témoignage de vie, de récit de vie, quoi. Enfin, et puis la chanson des papiers, c'est le petit... Elle est chouette, quoi. Du coup, je pense que c'est la conclusion parfaite. Enfin, vraiment, j'avais marqué une dernière question, création, parce que tu parlais justement de la création et on a conclu vraiment là-dessus, sur la création musicale. Encore une fois, merci pour ce film. C'est magnifique, c'est vraiment... Et en plus, c'est ton premier film, c'est bien ça? Bon, j'ai déjà fait des travaux de master, quoi, enfin d'études, mais c'est le premier vrai film, on va dire. Commence bien. Et merci beaucoup. Et rien. Je pense qu'on peut conclure notre soirée. C'était trop cool. Bonne soirée. Et voilà. Et sur ce, je dis bonne soirée à tout le monde. Et il reste des chocolats. Bonne soirée. Ah non, c'est à la caméra.